Bienvenue à la grande édition de Rwanda TV. Tout de suite, les grands titres. Ce 11 janvier 2024 marque 30 ans jour pour jour que le général Roméo Dallaire, à l'époque commandant des forces des Nations Unies au Rwanda, MINUAR, alertait ses supérieurs sur les signes évidents des préparatifs du génocide contre les Tutsis au Rwanda. L'inflation au Rwanda a diminué de 4,4% en décembre 2023 par rapport au mois de novembre de la même année. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire et c'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, ce 11 janvier 2024 marque 30 ans, jour pour jour, que le général Roméo Dallaire, à l'époque commandant des forces des Nations Unies au Rwanda, MINUAR, alerter ses supérieurs sur les signes évidents des préparatifs du génocide contre les Tutsis au Rwanda. Le ministre de l'Unité nationale et de l'engagement civique revient ici sur l'essentiel du message du général Dallaire qui malheureusement n'a pas été tenu en considération par la communauté internationale. Et effectivement, le 11 janvier 1994, le général Roméo Dallaire, qui était commandant de la mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda, donc une force militaire de casque bleu, qui était présent ici au pays, a reçu des informations fiables de la part des chefs miliciens de la milice Interahamwe, Jean-Pierre Turatsinze, qui lui indiquait que trois choses. Un, que dans la capitale Kigali, il y avait une cache d'armes, une grande quantité d'armes destinées aux Interahamwe, pour pouvoir perpétrer des massacres à caractère ethnique sur une grande échelle au pays, en commençant par la capitale Kigali. Deuxièmement, que ces armes étaient cachées dans des endroits précis, dont les bâtiments de l'homme d'affaires Félicien Kabuga à Gikondo. La deuxième information était que ces Interahamwe, les milices donc, avaient été entraînées militairement et idéologiquement, et qu'ils avaient la capacité de pouvoir tuer 1000 personnes par heure, c'est-à-dire c'est un très grand nombre. Et la troisième information tenait au fait que l'informateur disait que lui-même, il avait reçu l'ordre avec ses collègues de commencer à identifier les Tutsis qui habitaient la capitale, à établir les listes, ainsi que les endroits où ils habitaient. Et le général Dallaire, une fois qu'il a reçu ces informations, il a envoyé l'un de ses adjoints aller vérifier si l'information était évidente. Et son adjoint est allé visiter ces caches d'armes, évidemment de façon pas visible pour ne pas être repéré, mais accompagné de l'informateur. Il a confirmé les informations. Le général Dallaire a envoyé un télégramme au siège des Nations Unies à son chef direct, le général Porbarir, ainsi qu'à son chef administratif, Ikibar Riza. Et la réponse, Dallaire demandait qu'il puisse faire la saisie de ces armes en ayant un délai de 36 heures, parce que l'information était fiable et urgente. Et les Nations Unies n'ont pas tenu compte de la gravité de l'information. Ils ont intimé l'ordre au général Dallaire de cesser la saisie des armes, mais d'en informer le général Habyarimana qui était le chef d'État. Or, le président Habyarimana était lui-même partie prenante de ce plan. Il était totalement au courant de l'existence de ce plan de préparation du génocide. Et lorsque le général Dallaire a vu qu'il a reçu une réponse négative de la part des Nations Unies, lui et le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, Jacques-Roger Bobo, de nationalité camerounaise, ont informé les ambassades des États-Unis, de France et de Belgique. Et le lendemain, 12 janvier 1994, l'ambassadeur Jean-Michel Marlot, qui représentait la France au Rwanda, a envoyé un télégramme au ministère des Affaires étrangères françaises et à la présidence française, indiquant qu'il avait lui-même des informations fiables et plausibles, voire graves, ce sont des termes qu'il utilisait, sur l'existence d'un plan à grande échelle de préparation des massacres. Et évidemment, cette information était connue, c'est ce qui s'approuve. Je rappelle que le rapport Vincent Duclerc a également révélé cet état de fait. Donc tous ces signes démontrent que cette date du 11 janvier est une date importante au niveau des preuves constitutives de la planification du génocide perpétré contre les Tutsis.
Le ministre de l'Unité nationale et de l'engagement civique souligne que cet abandon de la communauté internationale donne un message particulier alors que le Rwanda se prépare à la 30e commémoration du génocide contre les Tutsis. Oui, nous nous dirigeons vers la 30e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis. Nous sommes au mois de janvier. D'ici 3 mois, on entrera dans l'événement au sens le plus complet du terme. Maintenant, nous avons commencé les préparatifs. On continuera à expliquer le contenu de ces préparatifs. Aujourd'hui, on avait voulu justement marquer l'importance de cette date du 11 janvier 1994. Le message le plus important qu'il faut donner à la population, c'est que la population rwandaise elle-même, à travers la Constitution de la République du Rwanda, qui a été votée par référendum, la population démontre que la commémoration du génocide commis contre les Tutsis est un devoir de tout citoyen et qui aide la population. 30 ans après son alerte sur les préparatifs du génocide contre les Tutsis au Rwanda, le général Roméo Dallaire loue la bonne gouvernance du Rwanda qui a permis d'asseoir un pays respectueux dans le concert des nations et qui accélère son développement. Quand je suis arrivé au Rwanda en 1993, le 19 août, donc 30 ans samedi, je suis arrivé dans un pays qui était encore traité comme une colonie, sous une dictature, avec une élite, avec un peu de classe moyenne et beaucoup de pauvreté, mais un pays qui était gardé sous un genre de tutelle, qui ne se voyait pas comme un grand pays. Il était un petit pays qui œuvrait beaucoup sous l'influence nécessairement du gouvernement français et de sa philosophie encore, à l'occasion, on pourrait même dire impérialiste. Je vois une évolution d'un pays qui s'est pris en main, d'un peuple qui se prend en main, d'un gouvernement qui s'est pris en main, qui s'est senti responsable pour son monde, qui a amené l'éducation, qui a amené le côté médical, qui a amené l'industrie ou les ressources, qui a amené la capacité de créer une classe moyenne qui peut avancer, qui a permis au peuple de sortir de beaucoup de sa pauvreté et avec l'éducation de pouvoir voir le futur et être compétitif dans le futur. Et ce que je vois maintenant, 30 ans plus tard, c'est un pays moderne, participant à la communauté des pays modernes, qui est exemplaire dans plusieurs secteurs, mais en particulier, qui, moi, j'ai l'impression, c'est comme le Singapour de l'Afrique, est au cœur de l'Afrique et pourrait être un pays qui va continuer à évoluer son leadership, j'espère, bien au-delà de ses frontières, pour permettre à l'Afrique de faire face aux défis du futur et à ces jeunes de pouvoir maximiser leur potentiel pour continuer à faire fructifier leur pays. C'est ça que je vois ici. Vous suivez la grande édition sur Rwanda TV et parlons santé avant d'accueillir l'invité de cette édition. Les spécialistes de la gynécologie indiquent que la prééclampsie est une maladie préoccupante aujourd'hui puisqu'avec l'hypertension artérielle, c'est la deuxième cause de décès chez les femmes enceintes. Les médecins conseillent aux femmes enceintes à s'habituer aux consultations prénatales car chaque grossesse présente ses particularités. C'est ce qu'explique ici le docteur Wutoyi de l'hôpital La Croix du Sud à Kigali. La prééclampsie, en soi, on dit que la prééclampsie se définit comme la présence d'une hypertension pendant la grossesse autour du 5e mois et la présence des protéines dans les urines qu'on appelle protéinuries. Et il y a des hypertensions qui peuvent survenir pendant ce moment-là ou bien un peu plus avant le 5e mois, c'est une prééclampsie gravidique ou bien même une prééclampsie préexistante avant la grossesse. C'est comme ça qu'on définit. En soi, la prééclampsie atteint environ 10% de femmes en Afrique. Et avec toutes ces complications qui peuvent atteindre les reins, insuffisance rénale, insuffisance hépatique,
avec une destruction du cerveau aussi. Ça peut conduire à la mort de l'enfant et de la maman. Et en soi, les facteurs de risque, il y a les antécédents de prééclampsie avant, première, deuxième grossesse, voire même troisième grossesse. Des antécédents familiaux de prééclampsie chez les sœurs, chez la maman, chez la grand-mère de la femme. Et il y a aussi la présence d'un poids élevé, surtout une masse corporelle de plus de 30 chez ces femmes, ou bien la présence de diabète. Ça peut être des causes disons des facteurs de risque qui peuvent conduire à la prééclampsie. En soi, la prééclampsie est très, très, très néfaste à la santé de la mère. C'est pour cela qu'on décide d'en prendre soin un peu plus en avant, surtout avec la prise de l'aspirine junior, autour de 100 à 150 mg par jour, et la prise de vitamine E et du calcium aussi. Ça aide à prévenir. Dans ce cas, on prend ça comme une prévention. D'habitude, ça donne de bons résultats, malgré que ça ne donne pas une protection totale chez la femme qui a des antécédents. Et il y a aussi le facteur âge, qui peut être l'âge de moins de 18 ans ou l'âge de plus de 40 ans. Chez la femme, ça peut être un facteur de risque de la survenue de la prééclampsie. Et dans ce cas, la plupart des fois, le dernier recours qu'on doit faire, c'est extraire l'enfant. Donc, enlever le placenta, parce que c'est là l'origine de la prééclampsie, sans tenir compte de l'âge de la grossesse. Bon, il y a des prééclampsies qui peuvent survenir après, en postpartum, après l'accouchement. Donc, on en tient compte si la femme a eu des antécédents pareils et qu'elle n'a pas présenté des signes de prééclampsie après l'accouchement. On lui dit de se surveiller, si elle peut prendre sa tension artérielle à la maison, si elle voit un édème généralisé des membres inférieurs, du visage, des mains, ou bien si elle commence à avoir des maux de tête non expliqués, là, elle doit revenir à l'hôpital en urgence pour qu'on puisse voir si ce n'est pas la prééclampsie. Donc, comme on sait que c'est une cause de mortalité du postpartum, on en tient absolument compte. Et en dernier recours, je dirais qu'on recommande aux femmes de se présenter à l'hôpital, surtout dans les consultations prénatales. Et les consultations prénatales, il faut les respecter, surtout qu'il y a des femmes qui ne respectent pas et qui nous reviennent avec des complications. Donc j'aimerais demander à toutes les femmes enceintes de respecter les consignes du médecin et de revenir à temps à l'hôpital pour qu'on puisse prendre en charge des complications possibles qui peuvent survenir pendant la grossesse. Merci. Merci beaucoup. Et l'invité de cette édition, c'est Claire Safari, rwandaise, vivant au Rwanda, plutôt au Canada. C'est l'auteur du livre « Soleil se souvient » qui vient de sortir. Tutsi, plusieurs membres de sa famille sont tués en 1994 durant le génocide des Tutsis, contre les Tutsis. Et pourtant, plus de 20 ans plus tard, il reprend contact avec un ami d'enfance, Hutu, génocidaire qui a tué plusieurs personnes dans leur région natale et qui, après avoir purgé sa peine de prison et s'être repenti, a repris sa vie à Kigali au Rwanda. Après hésitation, Claire décide de venir le rencontrer et l'interroger sur cette période sombre. Le reste des détails se trouve dans le livre « Soleil se souvient ». Claire, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans la grande édition.
Merci David de m'inviter sur votre plateau, ça me fait plaisir. Oui, plaisir partagé. Alors Soleil, c'était votre surnom de jeunesse, une jeunesse marquée bien sûr par le génocide contre les Tutsis, comme la plupart d'autres Rwandais d'ailleurs. À cette époque-là, comment vous l'avez vécu? Comment était votre situation jusqu'à votre départ vers le Canada? Oui, donc Soleil, c'est mon surnom. C'est le surnom que mon père m'a donné. C'est en fait un surnom qui me rappelle des bons moments passés en famille chez nous à Rwamagana, une vie simple, une vie paisible en fait avant 1994. Et donc bon, mais c'était bien. Moi, mes souvenirs à Rwamagana quand on était jeunes, avant le génocide perpétré contre les Tutsis, c'était des bons souvenirs en fait, en famille. Alors, ce qui s'est passé après, c'est autre chose. Hein. Quand les événements de 1994 se sont passés, moi j'étais quand même adolescente et j'avais 19 ans. Ça nous a bouleversés comme tant d'autres jeunes. Moi, je n'étais pas à Rwamagana quand ça s'est passé. J'étais à Kigali chez mon frère Christophe parce que justement, un mois avant, mon père m'avait écrit une lettre pour me dire de passer directement à Kigali parce qu'il craignait vraiment l'insécurité chez nous, à Rwamagana, ce qui sortait de l'ordinaire parce que le peuple de chez nous, franchement, c'était un beau peuple, selon moi. Mais bon, j'ai pris quand même la nouvelle. Comme une adolescente, je voulais aller en ville aussi. Donc, c'était comme un peu des vacances de rêve. Mais ce qui s'est passé après, donc, c'était vraiment les atrocités qu'on a connues. J'étais avec ma sœur qui me dépasse un an, Clémence, et mon frère Christophe et notre membre de la famille élargie qui s'appelle Ramadan. On habitait à Kiyovu. Kiyovu, pas loin du péage. C'est ça, on a réussi quand même à se réfugier au centre Sela. C'est à côté du centre Saint-Paul. On a passé quelques jours au centre Sela, mais vraiment pour arriver au centre Sela, c'est autre chose. On a été aidé beaucoup par le domestique de mon frère, un gars qui venait de chez nous, de Rwamagana. C'est un gars qui n'était pas recherché, si je peux m'expliquer ainsi, qui avait tous les droits de nous faire ce qu'il voulait, mais qui a choisi de nous aider, de ne pas participer, de ne pas nous tuer, de ne pas appeler les tueurs. Et je le remercie, il s'appelle Mohamed aujourd'hui, Hakizimana Mohamed. À l'époque, on l'appelait JP ou Yori. Donc, bref, on s'est réfugié au Sela. Quelques jours après, mon frère nous a exhortés d'aller au centre Saint-Paul parce qu'au Sela, ça commençait à être pas mal, très chaotique. Et il avait pris vraiment l'initiative mon frère a joué vraiment au héros là-bas au centre Sela. Malheureusement, il a été tué là-bas. En fait, les milices sont venus le prendre avec d'autres jeunes le 22 avril. Nous, ça faisait 2 jours ou 3 jours qu'on était passés de l'autre côté au centre Saint-Paul. Malheureusement, il a été assassiné au centre Lugenge. Il y avait un endroit qu'on appelait CND. Et c'est pas juste lui, il y avait plein de jeunes, des hommes recherchés. Ça a été une journée terrible. Le 22 avril, voilà. Oui, et comme je disais, c'est un destin, c'est une histoire un peu partagée avec plein d'autres Rwandais. Et vous avez perdu beaucoup de membres de la famille au-delà de votre frère. Comme tous survivants, vous avez continué votre vie, vous êtes maintenant au Canada. Oui. Alors, j'aimerais qu'on évoque ça avant qu'on parle du livre directement, parce que c'est une histoire intéressante, comme je le disais dans l'introduction. Vous avez un background académique et professionnel dans les domaines de la criminologie et aussi de la psychiatrie, en tout cas de la santé mentale. Est-ce que vous pensez que cette direction professionnelle a été un peu motivée ou influencée par votre vie, votre histoire de survivante du génocide?
Absolument. Quand j'y pense, sur le coup, je ne pesais pas les moves pour arriver là, mais quand j'y pense, je pense que ça a été guidé, mon parcours académique a été vraiment guidé par mon histoire. Voilà, donc j'ai eu la chance d'aller au Canada en 98 avec mon mari Eric Kagabo, que je salue. On est allé, puis moi, dans ma tête, je voulais vraiment étudier. Je voulais surtout comprendre l'être humain. Mais dans le sens comprendre pourquoi les gens changent, pourquoi les gens deviennent méchants, pourquoi tout à coup les gens peuvent vraiment être comme des animaux. Donc je voulais étudier l'être humain. Et puis j'ai demandé des conseils aux orienteurs scolaires à l'Université de Montréal. On m'a orienté vers les services sociaux pour commencer, pour que je puisse aussi m'intégrer en même temps. Et puis après, ça a été vraiment vite. J'ai commencé à me questionner vraiment. Je ne comprenais pas et je voulais comprendre. J'avais comme une quête pour aller comprendre ce qui s'est passé. Plus loin dans le comportement. Oui, vraiment. Au-delà du chagrin, au-delà de la colère, au-delà de tout ça qu'on peut ressentir en tant que rescapé du génocide. Mais moi, au-delà de tout ça, je voulais comprendre. Je voulais surtout, parce que en fait, je ne sais pas si c'est la naïveté, non, je ne pense pas, mais moi, je croyais dans un être humain. Ouais, vraiment. Puis le fait que les gens de chez nous, surtout, parce que moi je connais les gens de Louamagana, je connais les gens de chez nous, je connais mes voisins, mes profs. Et puis là, on me racontait qu'il y a des gens comme ça qui ont tué aussi. Que vous connaissiez. Que je connaissais. Ben, surtout, j'avais un ami justement qui habitait juste à côté de chez nous, qui était un ami d'enfance, vraiment un ami vraiment. Ma mère l'aimait beaucoup, il étudiait pour être prêtre, puis du coup on m'avait dit qu'il avait participé, puis ça me tourmentait. Et un jour, plus de 20 ans après le génocide, vous recevez un message sur les réseaux sociaux, et c'est cet ami-là qui vous contacte. Oui, justement, c'était après, heureusement, c'était après que j'ai pu faire mes études en service social, puis comme thérapeute aussi, j'ai continué psychopathologie, des trucs comme ça, victimologie. Vraiment, j'étais vraiment portée vers comment je peux comprendre cette situation de chez nous. Après tout ça, j'ai pu trouver un travail dans un institut universitaire en santé mentale de Montréal. C'est un hôpital psychiatrique. Ça aussi, j'ai vraiment appris beaucoup parce qu'on côtoie toutes sortes de monde, des psychopathes. Et puis moi, j'étais super intéressée aux psychopathes, imagine. Mais j'avais l'idée derrière ça parce que je voulais voir, oui, ce sont des Blancs, mais ils sont fous aussi. Donc, bref. Un bon jour, en 2018, je reçois un message Messenger sur Facebook. C'était mon ami d'enfance, mon voisin, Théo, qui me demande, mais Claire, est-ce que ce compte Facebook, c'est à toi? Ou en tout cas, si c'est à toi, c'est Théo, en tout cas, ton ami d'enfance, c'est ton ancien voisin, Argua Magana. Mais vous saviez qu'il était parmi les génocidaires, donc il n'est pas censé vous contacter, ni même être sur les réseaux sociaux dans votre tête. Quelle était votre réaction et comment ça s'est passé après? Vraiment, j'avais entendu parler de lui, parce qu'il y a des gens qui le connaissaient, puis ils nous connaissaient aussi, moi, ma sœur et moi, parce qu'on était voisins, puis on dansait ensemble dans le troupe traditionnel de ma mère, qui s'appelle Garukulebe, et qui existe toujours. Donc les gens savaient que c'était vraiment un gentil garçon qui traînait avec nous souvent. Donc on m'avait dit qu'il avait participé, puis qu'ils ne savent pas où il était. Peut-être qu'il était au Zaïre, peut-être qu'il était décédé, personne ne savait. Donc j'avais cette information. Puis là, quand il m'a écrit, là j'avais peur. Mais c'est comme j'avais vraiment le sentiment que mon frère m'encourageait. Cette curiosité à aller comprendre son histoire, ses motivations peut-être? Oui, vraiment, parce que je me questionnais, puis tout de suite, j'ai un génocidaire
qui vient puis qui me pose des questions. Il fallait que je saute sur l'occasion. Oui. Puis vraiment, puis je me suis dit, ben, c'est l'occasion ou jamais. Puis donc ça a commencé par là, mais moi j'avais juste une condition, je me disais, si il est en dehors du Rwanda, s'il est au Zaïre et au Congo, puis il est avec les gens qui veulent s'aimer la pagaille dans notre pays, moi je ne le parle pas. Mais s'il est au Rwanda, même s'il est en prison, moi je le parle et puis je lui pose des questions, je prends mon billet, je vais le voir. Puis finalement, quand je lui ai posé la question, il m'a dit non, je suis au Rwanda, je viens de terminer à ULK. Puis là, il s'est pris en photo, il m'a montré, j'ai dit waouh. Parce qu'il était passé devant le Gacaca et puis il avait fait sa sentence en prison et puis il a été réintégré après avoir montré. Absolument, oui. absolument. Alors malheureusement le temps passe très très vite. Donc en gros c'est cette histoire-là qu'on retrouve dans le livre. Exact. Et en une ou deux phrases peut-être, quelle est la leçon que vous avez tirée de l'écriture de ce livre et le message que vous voulez que le lecteur garde après avoir lu Soleil se souvient, le livre que vous avez écrit? Oui, donc ce que j'ai tiré de ce livre, c'est que notre histoire qui s'est passée au Rwanda, donc le génocide perpétré contre les Tutsis, c'est une histoire complexe, vraiment complexe, mais qu'il faut aller chercher, il faut qu'on dépasse le chagrin, il faut qu'on dépasse certaines émotions, oui, qui sont réelles, mais pour aller comprendre, pour poser des questions. Parce que si on veut vraiment que ça ne se reproduise plus, hein, c'est le slogan, hein, oui c'est vrai, c'est bien, mais on doit faire tout ce qu'on peut pour aller comprendre qu'est-ce qui a causé ça. C'est sûr qu'on ne va pas peut-être comprendre à 100% parce que c'est une histoire fou, mais si on veut que ça ne se reproduise pas, il faut qu'on s'intéresse à ces gens qui ont perpétré ça, qui ont fait ça. Parce que derrière ça, il y avait toute une organisation. Ils ont pu vraiment convaincre beaucoup de Rwandais à commettre ces atrocités. Comment ils se sont pris? Qu'est-ce qui s'est passé dans leur cerveau? C'est dans ce sens-là que je m'intéresse vraiment à ces gens-là. Oui. Mais je vais vraiment, en dernier, vraiment dire à des rescapés que je suis de tout cœur avec vous. Et ce n'est pas parce que je m'intéresse à ces histoires que même si j'ai pardonné, j'ai pu pardonner parce que j'ai reçu Jésus dans mon cœur. Puis vraiment, je suis avec vous. Puis il faut qu'on parle, il faut qu'on essaie de parler parce que ça va nous aider. Oui. Merci. Merci de nous avoir accordé de votre temps. Le livre, c'est Soleil se souvient, donc une amitié assez compliquée. Et justement, on pourra lire le livre pour en savoir plus. La grande édition continue avec l'actualité internationale. Et voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.